Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Chauveau, et je suis en compagnie de Tiffaine Soldé à l'occasion de la sortie de Running Girl tome 3. Donc avant tout, est-ce que tu peux te présenter aux gens de notre chaîne YouTube simplement? Alors moi c'est Tiffaine Soldé, j'ai 18 ans. Je suis athlète de haut niveau depuis maintenant 3 ans en handisport parce que je suis amputée de la jambe droite. Je suis en terminale, ST2E, je fais mes études et je suis en sport-études en même temps. Du coup j'enchaîne les cours, le sport. Ok. Voilà. Là, on t'a proposé de faire un partenariat autour de la publication de Running Girl en français. T'avais jamais lu de manga. Ça a été quoi ta première réaction? Déjà je me suis dit dans quel sens on le lit. Je savais mais enfin j'étais perdue. Du coup c'était comment le lire et puis après j'ai fait... Quand j'ai lu le résumé derrière, je fais wow, mais ça parle vraiment de moi. Ça m'a fait chaud au cœur. Je trouvais ça cool quand même qu'une histoire puisse être écrite d'une autre forme qu'un roman, une histoire tragique, des choses comme ça. C'est vrai que l'héroïne Rin dans Running Girl, voilà, elle a eu un ostéosarcome, ouais. Et du coup elle a eu une amputation de la jambe droite. Et puis voilà, et dans l'histoire, elle croise la route d'un prothésiste qui fait des lames. Est-ce que toi tu peux parler un peu de ton parcours et justement est-ce que tu t'es reconnue dans cette héroïne-là? Déjà du fait que l'héroïne a eu la même maladie que moi, déjà ça m'a touchée. Après c'est sûr que c'est pas apparu à la même époque, hein. Ils disent que ça fait 1 an qu'elle est amputée, moi ça fait 7 ans. Mais je me suis quand même reconnue parce que dans le parcours elle commence de rien et là elle atterrit à quelque part qu'elle connaît pas. Et la tome 3 dira justement où est-ce qu'elle atterrira. Mais ouais, parce que c'est tout mon parcours qui est décrit en fait, et du coup c'est assez bluffant quand même. Tu t'es reconnue dans les réactions de l'héroïne, dans sa rencontre, dans les sensations qu'elle a? Bah oui, de toujours vouloir faire plus, dire non, moi je peux le faire, je veux faire plus que tout le monde, des choses comme ça. C'est totalement moi donc... Et comment toi du coup tu as rencontré en fait les lames? Moi ça part de loin en fait. Après mon amputation, j'ai commencé à faire du hand dans une équipe valide où en fait j'étais au poste de gardienne, j'en ai fait pendant 2 ans. Et en fait j'avais une envie de courir, et sauf que mes médecins, pas les prothésistes, les médecins m'ont dit non, tu n'auras pas de prothèse, tu n'arriveras pas à courir, non, c'est trop tôt. Sauf que moi j'avais vraiment le sentiment, même si j'aimais pas la course avant, c'était de retrouver des sensations en fait. Et sauf que j'ai pas pu. Et suite à ça, je suis partie en dépression, j'ai fait un burn-out, j'étais vraiment pas bien, l'acceptation du handicap n'était pas du tout faite. Et en fait, au final, j'ai rencontré un psychologue qui m'a fait changer la vision des choses et qui m'a fait connaître une association qui justement donne des lames. Et on va dire un peu grâce à lui, j'ai pu, avec mes prothésistes, avec les médecins et l'association, pouvoir réunir tout ça et avoir une lame pour juste courir. Et au final, juste pour me défouler est devenu un quotidien tous les jours, m'entraîner 1 à 2 fois par jour. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu as un objectif clairement, a priori, qui est de participer aux Jeux paralympiques. Comment tu as fait pour intégrer les équipes, toutes ces choses-là? En fait, en handisport, du coup, en fait, avant de commencer l'athlé, j'ai rencontré Marie-Amélie Le Fur en octobre 2016. Juste, ça faisait 1 semaine que j'avais une prothèse de course, donc je ne savais pas courir en fait. Et justement, je suis arrivée à Saint-Cyr-sur-Loire, à côté de Tours, pour justement la voir. Donc pour moi déjà, c'était une héroïne. Waouh, je l'ai vue, j'ai pleuré tellement que j'étais contente. C'était comme une star pour moi. Et en fait, elle revenait des Jeux paralympiques. Donc du coup, elle nous montrait ses médailles de Rio avec ses records du monde et tout ça. Et en fait, suite à ça, il y avait un coach qui était là, qui voulait créer un pôle espoir en 2017. Et en fait, il m'a vu courir, il m'a fait toi je te veux. Et j'ai fait quoi? Et en fait, on me dit Paris, en septembre tu seras là. Et justement, en septembre 2017, j'ai intégré le pôle espoir, et entre temps j'ai participé au championnat de France, qui est l'une des premières compétitions où tout le monde peut participer. Ça faisait 2 jours que j'avais une prothèse spéciale et que je savais pas du tout contrôler. Et du coup, je me suis fait laminer, hein. Mais j'ai découvert l'esprit compétitif, la compétition en handisport.
Et justement après je me suis dit mais je veux y aller en fait, c'est super. Le handisport c'est une grande famille et j'ai rencontré du monde et j'en rencontrerai encore qui vont me faire ouvrir des portes mais de malade. Et quand tu dis une prothèse spéciale, c'était une lame du coup? Ouais, en fait il y a différents types de lames. Il y a les lames de footing et il y a les lames qui s'appellent les cheetahs. Où en fait les cheetahs c'est plus, par exemple moi j'en ai une spécialisée pour la course, pour le 100 mètres et le 200 mètres et une spéciale pour le saut en longueur. Parce que c'est des réglages différents selon les disciplines en fait. Donc moi c'était la cheetah que j'avais eue, c'était un bébé pour moi, c'était mon bijou, j'étais là et ça coûtait extrêmement cher, du coup j'étais ébahie d'avoir ça. Est-ce que tu peux parler pour toi de l'importance justement, tu as rencontré Marie-Amélie Le Fur, voilà, est-ce que tu peux parler un peu de l'importance justement de la représentation dans les médias, dans les œuvres culturelles, à la télé, justement des compétitions de handisport Déjà le fait que Marie-Amélie Le Fur c'est l'une des, je dis pas la seule parce qu'il y en a d'autres, mais la première personne à qui on pense quand on parle du handisport en France, une championne paralympique qui a gagné toutes ses disciplines, au moins une fois médaille d'or. Et recordwoman du monde, donc ça c'est un truc de malade. Et elle fait découvrir le handisport à tout le monde, elle en parle beaucoup, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Et justement c'est pour montrer un autre aspect du handicap que les gens peuvent avoir peur de temps en temps. Après on est tous différents face au handicap, donc je comprends les réactions des gens. Mais justement là on est là pour montrer que notre handicap c'est du coup ce qui fait notre force, mais c'est pas un handicap, c'est pas handicapant. Mon handicap n'est pas handicapant en fait, c'est juste que voilà, c'est des adaptations et qu'on peut faire du sport comme tout le monde avec des choses spécifiques. Et justement elle en parle beaucoup et je pense que du coup dans les mangas peut-être que tous les fans de manga, parce que moi j'aurais peut-être pas lu parce que je suis pas fan, mais tous ceux que je connais qui sont fans, peut-être qu'ici ils connaissent pas le handisport ou les prothèses ou l'athlé en général, peut-être qu'ils vont découvrir ça et ça va peut-être faire changer le regard des gens parce que peut-être que beaucoup de jeunes vont lire des mangas et peut-être que les jeunes ils vont apprendre des choses sur ça. Je trouve ça important pour que justement les gens ils apprennent à connaître le handicap, tout type de handicap parce que c'est large. Ouais, on parle de l'athlé mais il y a plein d'autres sports aussi qui ne sont pas télévisés, que les gens ne connaissent pas. Par exemple la boccia, je ne sais pas si vous connaissez mais les gens ne connaissent pas forcément la boccia. Qu'est-ce que c'est la boccia? La boccia c'est du coup de la pétanque. D'accord. C'est comme de la pétanque pour les gens qui sont en fauteuil électrique et des personnes où on ne pense pas qu'ils peuvent faire du sport et au final c'est leur sport. Moi je vais pas regarder, je trouve ça très ennuyant mais je l'ai fait parce que voilà, on est une équipe de France donc on se soutient tous, mais voilà, il y a du sport aussi pour eux, pour tous. Et en athlé, malgré que c'est un sport qui soit le plus regardé de handisport, c'est pas télévisé. C'est pas télévisé. C'est télévisé qu'à partir des championnats du monde et des Jeux paralympiques. Avant toute autre compétition, c'est pas télévisé. Donc on peut pas connaître le parcours des gens, le parcours des athlètes. Souvent quand on arrive, on fait une nouvelle française, non. Déjà si c'est télévisé. Les gens... Et du coup, il y a eu des histoires lors des derniers championnats du monde? Ouais, lors du dernier championnat du monde, où j'ai eu ma première sélection en équipe de France, j'avais 17 ans et c'était à Dubaï. Donc je concourais avec les élites, donc déjà c'était ma première grosse compétition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les championnats du monde valides étaient avant nous, qui étaient à Doha, et nous c'était à Dubaï. Là c'était pas au même endroit, donc voilà la discrimination. Moi je trouve ça discriminant, clairement. Donc voilà. Après on avait la France, comme chaque pays, ont des heures de diffusion pour la télé. Et normalement chaque année on a les championnats du monde qui sont diffusés un petit peu, pas toutes les disciplines, tout le temps, mais certains gros, surtout les amputés on va dire, vu qu'on est quand même assez populaire dans l'athlé, du coup par exemple le saut en longueur, les sprints, on les voit assez souvent, régulièrement, donc ça c'est bien. Sauf que là, lors des derniers championnats du monde, zéro diffusion. Zéro diffusion, donc ça faisait c'était la première fois que ça arrivait, il me semble. Et en fait, il y a les heures pour les valides et les heures pour le handisport.
Et les valides ont pris tout le budget de télévision, donc plus de 65 heures de direct. Et nous, on a eu 0 heure de direct. Ok, mais vous savez pourquoi? Il y a eu des explications Non, je sais pas. Après, voilà, c'est totalement une discrimination totale, encore une fois. Moi, je sais qu'on l'a très mal, enfin, je l'ai très mal vécu, ma famille l'a très mal vécu, l'équipe de France et tous leurs proches, tous ceux qui sont à fond dans le handisport et qui attendent que ça, on le voit jamais, que ça soit télévisé le jour où il y a vraiment, et là il n'y avait pas. Donc on se dit, comment on va faire dans 5 ans, en 2024, si déjà 5 ans avant, on n'est même pas montré, quoi. Est-ce que vous avez quand même, bon, c'est une autre couverture médiatique dans les revues, les journaux ou... Après, moi je sais qu'au niveau régional, il y a eu pas mal de choses sur moi, vu que c'est pas commun quand même de faire ça à mon âge. Après, ceux qui sont médiatisés, c'est ceux qui font des grosses performances. Voilà. Les jeunes, comme moi, qui pensent à 2024, j'ai des amis qui pensent à 2024, qui ont la vingtaine, voire un peu moins comme moi. Du coup, ils sont un peu plus médiatisés parce que voilà, on essaye de parler de nous parce qu'il y a 2024 et tout ça, mais les autres pas forcément. Donc tant qu'on performe pas, on ne connaît pas en fait. Ok. Et toi, en tant que personne concernée, est-ce que ça te fait du bien d'avoir des œuvres de fiction où tu peux te reconnaître? Ouais, c'est toujours sympa de pouvoir se reconnaître dans quelque chose, hein. Après, c'est comme si c'était une série pour moi, c'est la même chose. Je passe pas à la télé, mais c'est dans un livre. Et puis j'avais toujours eu l'idée de vouloir écrire un livre. À un moment donné, en fait, on en avait beaucoup parlé avec mes parents et puis le monsieur d'une lame pour courir qui me donne les prothèses. Et on voulait faire quelque chose, mais bon, après je me suis dit, voilà, Tiffaine, t'as 18 ans, ton histoire, elle n'est pas finie, donc j'ai pas envie d'écrire quelque chose et que ce soit ma carrière se termine dans 10 ans, 15 ans, ou peut-être demain, j'en sais rien. Du coup, là, que ça arrive maintenant, brutalement, j'ai fait waouh. Et puis le truc, c'est que je pense que je suis pas prête à que ça soit un grand livre, vraiment une autobiographie. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu en mode dessin animé, en mode plus facile à lire, où il y a des détails mais pas trop. Du coup, je trouve ça mieux quand même pour un début. Il y a une scène dans le tome 2 de Running Girl où en fait elle va intégrer un club d'athlétisme d'un lycée, en fait où il n'y a que des athlètes valides. Et toi tu disais justement que tu avais fait, en fait tu étais dans une équipe de handball. Ouais. Est-ce que c'était crédible, est-ce que c'est crédible de pouvoir intégrer un club d'athlètes valides et c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de ça? C'est pas le même sport, mais je me suis quand même reconnue parce que dans mon histoire, c'était que je voulais pas qu'il y ait de différence, donc du coup que tout le monde m'accepte comme je suis et que mon handicap, on s'en fout, on passe derrière. Et ça a marché parce que je me sentais vraiment entre guillemets normale. Et je pense que dans Running Girl, elle a fait pareil. Et du coup, elle a essayé de s'intégrer et qu'on essaye d'oublier son handicap. Sauf que notre handicap, ça sert à rien de l'oublier en fait. C'est une partie de nous. On nous prend avec ou sans. Donc voilà. Là, on a publié pour le moment 2 tomes de Running Girl. Il y a des gens qui, à la lecture du tome, ont dit « Ah, on la voit pas assez galérer au début, c'est trop facile, on a l'impression qu'elle galère pas, que c'est trop simple, et du coup, c'est pas crédible. » Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, on va dire que j'ai pas trop galéré. En fait, tout s'est enchaîné très vite. Certes, si on aurait fait dès le début où on expliquait la maladie ou l'amputation, la rééducation, oui, là, les gens, s'ils veulent un livre pour pleurer, qu'ils prennent un livre pour pleurer. Et un manga, je pense pas que c'est fait forcément pour pleurer. Donc là, oui, là, on a sauté des étapes, mais peut-être qu'on est passé aux plus belles étapes qu'aux premières étapes où c'est un peu triste. Là, au début, elle galère, mais après... Et toi, finalement, pour toi, quand tu as commencé à t'entraîner avec l'âme et tout, justement, quel a été le temps d'adaptation? Est-ce que tu as galéré? Est-ce que tu as trimé? Je m'adapte toujours encore aujourd'hui. Hein. Je suis pas... je suis athlète de haut niveau, mais ça veut pas dire que je suis forte forcément. Hein. Je me débrouille dans ma catégorie, mais tous les jours, c'est des nouvelles choses. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses, donc de nouvelles sensations.
des fois c'est en stand-by, j'y arrive pas. Et un jour je vais arriver à l'entraînement et là je sais pas, ma position va changer, je vais faire un bon geste et là ça va être d'autres sensations et je vais essayer de les refaire pour que ça soit la même chose. Donc après, tout dépend aussi de ton corps, comment tu es physiquement, mentalement, si ta prothèse est toujours bien adaptée. Si on fait un raylage, ça change absolument tout. Donc en fait, il faut constamment s'adapter à chaque fois à la prothèse quand elle a changé ou quand ton corps a changé. Et en fonction que tu perds du poids, ça sera pas pareil. Si tu prends du poids, ça sera différent aussi. Tu grandis et puis voilà. Là, ils viennent d'annoncer, voilà, on savait que les Jeux Olympiques et Paralympiques allaient être reportés voilà, à cause de la crise sanitaire. Voilà, ils ont annoncé les dates des Paralympiques de 2021. Est-ce que ça te paraît crédible, réaliste que tu essayes d'y participer ou tu vises directement 2024 Je parle parce que comme on parle de manga, c'est Japon. Oui. Si les Jeux ils auraient été en 2020, les sélections elles étaient en avril, après elles ont été décalées, tout ça. Mais en tout cas, moi mon but c'est de participer à un maximum de championnats internationaux pour justement être prête le jour J, avoir un bon entraînement et que toutes les choses extérieures ne viennent pas me faire mal le jour J. Donc après oui, j'aimerais participer aux Jeux à Tokyo. Je me dis que c'est pas impossible. Après, ça n'est pas possible. Ma sélection au championnat du monde, je m'y attendais pas et pourtant je l'ai fait. Donc ça c'était une grosse surprise. Après l'étape au-dessus des mondiaux, c'est les Jeux. Là c'est une marche comme ça qu'il faut gravir. Donc c'est super compliqué. Je suis jeune, ça fait que 3 ans que je m'entraîne. J'ai encore plein de choses à apprendre et en général les bons athlètes, ils n'ont pas la vingtaine, ils sont beaucoup plus vieux que ça et ils ont de l'expérience en fait dans notre discipline. Donc après on verra bien. Mais oui, c'est un objectif que je me fixe quand même. Les Jeux en 2021, si c'est possible, je les ferai. En tout cas, je sais que j'ai déjà une sélection là au championnat d'Europe. Qui sont du coup qui sont reportés, je ne sais quand, mais en tout cas, normalement c'était au mois de juin cette année. Donc je savais que je devais y aller, parce que j'avais été sélectionnée. Et puis j'ai plein d'autres championnats, des grands prix et tout ça. Donc après, juste à moi de faire des bonnes performances le jour J. Et jusqu'en 2024, où là, j'espère être sur la première marche avec un record du monde. En course ou en saut? En saut, j'aimerais. Surtout, ouais. Surtout que le record du monde est détenu par la française et elle va prendre sa retraite. Donc comment dire que là j'ai une porte qui s'ouvre. Donc là je vais essayer de passer avant qu'elle se referme et puis m'entraîner à fond pour que ce soit mon prénom qui soit écrit sur le record du monde. Ok, et est-ce que tu as un dernier message que tu veux faire passer aux lecteurs de manga en général? Lisez le livre, il est cool. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, les 3 tomes de Running Girl sont maintenant disponibles dans toutes les bonnes librairies en France. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Si vous avez des questions, peut-être vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube ou moi sur les réseaux sociaux. On va mettre les infos de tes réseaux sociaux dans la barre d'infos de la vidéo, comme ça ils pourront te suivre. Moi je suis je réponds pas du tac au tac, mais je sais que s'il y a des questions quelconques, si je peux apprendre quelque chose à quelqu'un ou l'aider, je sais que je le fais très très souvent, donc super. Donc voilà. Super. Et n'hésitez pas du coup à poser des questions à Tiffen si vous en avez. Et puis merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis bon courage pour la préparation, pour les JO et tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur l'Instant Chouchou.